Alors, pour en revenir à la métaphore des papillons ou des colibris, enfin, comme on veut, parce que ça, c'est un petit peu pour représenter le côté difficile. C'est difficile à attraper parce que ça change tout le temps, parce que ça bouge tout le temps, hein. Alors, évidemment, chacun a ses méthodes. Moi, dans cette affaire, je ne suis pas tellement un chasseur qu'un observateur. C'est-à-dire que je, je suis le mouvement de la langue. Safari, c'était avec un gros fusil pour aller bousiller des pauvres éléphants qui ne vous avaient rien fait. Safari, aujourd'hui, on prend un appareil de photo et on va photographier des lions à qui on ne fait rien du tout et dont on a fort peur. Bon, voilà, ça c'est ma forme de chose. C'est-à-dire que j'ai peur des mots en même temps. C'est vrai qu'ils apportent des choses imprévisibles et en même temps, ils racontent des histoires à peu près interminables et qui sont formidablement intéressantes. Quand on me félicitait pour mes chroniques de radio à France Inter, je disais toujours, ce sont les mots qui ont du talent. Et c'est vrai que je n'ai jamais eu un problème avec un mot pour faire une chronique en disant, il n'y a rien à dire sur ce mot. Il y a toujours à dire sur un mot. S'il est récent, il y a à dire sur son origine, qui est toujours imprévisible, très difficile à situer. Et là, ben, le filet à papillon, c'est un petit peu du pif, parce qu'il faut les observer là où ils sont observables. On passe le plus souvent par la littérature, parce que c'est probablement le filet à papillon le plus puissant, étant donné que quand on a affaire à du discours juridique, ou du discours technique, ou du discours scientifique, ou du discours politique, on est dans des codes qui sont extrêmement serrés et dans lesquels les gens se sont entendus entre eux sur la manière de dire, alors que quand on est dans la littérature, et en particulier dans la poésie, ça part par définition dans tous les sens, et on est dans un imaginaire personnel, ce qui est la chose à la fois la plus riche, au point de vue des possibilités et des virtualités. C'est-à-dire qu'un poème, il va avoir des sens différents pour chaque lecteur, alors qu'un bulletin météo, il aura un sens à peu près le même pour tous les auditeurs ou tous les lecteurs. Et ça veut dire qu'il y a des papillons qui se... Valérie avait une formule assez formidable sur des mots dont c'est une formule très négative, hein. Liberté, justice, machin, bon, tous les mots sur lesquels nous vivons, il aurait pu mettre chômage, emploi, enfin bon, des choses comme ça. Il appelle ça des mots perroquets, c'est-à-dire que c'est des mots qui disent des trucs qui n'ont aucun sens, parce qu'ils répètent quelque chose qu'ils ont entendu et ils ne le comprennent pas, et ce sont des mots qui ont des plumages éclatants, mais qui changent de couleur suivant la façon dont il aurait pu dire des mots caméléons d'ailleurs, mais ça ne donnait pas les deux trucs à la fois. Et Valérie savait comment employer les mots, c'est certain. Donc voilà, on est devant ces capacités à la fois de révélateurs et de trompeurs qu'ont les mots, qui sont à la fois les grands révélateurs, parce qu'on ne sait pas trop ce qu'il y a derrière eux, et dès qu'on l'apprend par l'histoire, hein, parce que les choses bizarres aujourd'hui n'étaient pas bizarres autrefois. Quand vous allez dire au fur et à mesure de son travail, il a progressé, on vous demande ce que c'est que le fur, personne ne le sait. Bon. Et les Français continuaient à dire au fur et à mesure, sans du tout se troubler. C'est comme s'ils disaient à mesure et à mesure. Ils n'ont pas complètement tort, parce que le fur, c'est l'estimation, le prix estimé. Ça vient de forum latin, c'est une idée commerciale au départ, et progressive, c'est-à-dire que la mesure, on mesure les substances, le fur, c'est la valeur qu'elles ont suivant la quantité. Donc c'est en rapport avec le dosage en pharmacie, c'est avec des choses comme ça. C'est l'intrusion du quantitatif dans le qualitatif. Et c'est très très général comme idée, et ça s'incarne dans quelque chose qui est un mot qui était connu de tous les gens au XIIIe siècle, et qui est complètement inconnu de tous les gens, alors qu'il est employé tous les jours. Ça c'est quand même un paradoxe formidable, parce que et c'est très fascinant de voir comment un mot nouveau va s'installer alors que son étymologie est contradictoire avec ce qu'on lui fait dire aujourd'hui. Parce qu'il y a la valeur dans le passé et puis il y a la valeur dans le présent, ce qui fait que les mots ne sont jamais que les projections de ce qu'il y a dans la tête des gens à chaque époque. Je dis toujours, par exemple, que si on veut savoir, si on fait de l'histoire, quand on s'occupe du règne de Louis XIV, si on veut savoir comment pensait un bourgeois, c'est-à-dire ni très noble, ni prolo,
vers 1670-1780, il y a un bouquin, c'est le dictionnaire de Furetière. Parce que, évidemment, tout y est pensé par quelqu'un qui n'a pas vécu au-delà de ça. Il est mort un peu avant 1690 et son livre est sorti en 1690, interdit parce qu'il s'était brouillé avec l'Académie et préfacé par un protestant de Hollande, bon, imprimé à l'étranger. Et ce bouquin, c'est une merveille, parce que quand on le lit, à cause de l'écart entre cette époque et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il y a des trucs fabuleux. Encore hier, je travaillais sur le mot « chose », qui est un mot fascinant parce qu'il veut tout dire et rien dire. Bon. Et je tombe dans Furetière sur cette phrase qui aujourd'hui serait scandaleuse, qui est un enfant non baptisé n'a pas de nom, et on dit de lui c'est un chose, au masculin. Et je me suis dit, mais après tout, quand Alphonse Daudet écrit un roman qui a eu un énorme succès, Le Petit Chose, sans le savoir, parce que c'était pas un linguiste ni un historien particulièrement, il emploie un truc qui était en usage normal au XVIIe siècle et qui reflète le fait que ne pas avoir de nom, c'est d'être projeté dans le monde des choses. Ce qui, là, maintenant, nous scandalise parce que ça passe par l'idée de baptême, mais ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que, et comme par hasard, le mot qui voulait dire chose en latin, qu'est-ce qu'il a donné? Rien. Parce que c'est vrai, quand même. Donc, on voit, c'est l'histoire de la môme-néant de Tardieu. Enfin, c'est absolument... c'est à la fois poétique, scandaleux, philosophique, etc. C'est vrai que le mot « chose » est un mot hyper courant, qui fait rigoler parfois. Le mot et la chose. Voilà. Et puis, c'est vrai que très souvent, c'est un mot qui recouvre ce qu'on est incapable de nommer. C'est donc indirectement un jugement sur les défauts du langage, sur l'impuissance de la langue.